Bonjour et bienvenue à notre web émission du mois de juin. Je suis avec Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Bonjour Aaron. Salut, moi c'est Aaron Liney, analyste chez Médici. Alors, on répond à vos questions ce mois-ci. On va tout de suite enchaîner avec Denis qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de Ross Stores. C'est une question assez large, hein? Mais Ouais. c'est le fun d'avoir de la liberté comme ça. Tiens, je vais m'en charger de cette question-là, Aaron. Ross Stores, c'est une compagnie qu'on connaît, qu'on a déjà détenue en portefeuille. On l'aime beaucoup. Si on pense à la stratégie d'investissement de Médici, on dit toujours on a 4 piliers. Bon, la première, au niveau de la performance économique, cette business-là, Ross Stores, est extrêmement performante. Un ROE de 40-50 rendement sur l'avoir des actionnaires, c'est très bon, c'est stable. Puis même dans les périodes où ça va mal, les récessions, comme ils vendent du linge à rabais, vous pensez, mettons, aux Winners au Canada, là, ben, les Ross Stores aux États-Unis, ça ressemble à ça. OK? Donc, c'est un modèle qui est très résilient, très rentable et ils achètent des surplus de fabrication de manufacturiers. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que les manufacturiers, comme ils veulent produire beaucoup, donc quand on est un manufacturier, plus on produit, plus on abaisse le coût de production de notre marchandise, bien, ils veulent surproduire, ils veulent en faire plus, puis vendre cette marchandise-là aux Ross Stores de ce monde, aux TJX, aux Winners de ce monde. Puis c'est ce qui fait en sorte Ross Stores repasse les économies aux clients qui veulent revenir fréquemment dans les magasins, voir c'est quoi, disons, les rabais qu'ils vont avoir Ce sur leur créneau-là, marchandise. on appelle ça le off-price, hein? Oui, C'est ça? off-price retailing en bon français. C'est quoi la différence là, entre Ross et TGX, hein? Parce qu'on connaît Ouais. les deux, là. Bien, c'est une bonne question, puis ça nous amène un peu à notre point. On n'en détient pas du Ross Stores parce qu'on pense que TGX a un modèle d'affaires qui est similaire, mais supérieur. Les gens chez TGX, ça c'est Winners, HomeSense, les bannières, puis on en a parlé souvent auparavant, c'est des gens qui sont plus créatifs et plus inventifs. Donc, ils ont créé beaucoup de nouveaux concepts et ils ont réussi à exporter leurs concepts à l'extérieur des États-Unis. Ils sont très présents au Canada, sont présents de plus en plus en Europe, sont même présents en Australie. Ross Stores, c'est un concept qui est très, tu m'excuseras l'anglicisme, là, mais US-centric. Donc, ils sont très bons aux États-Unis, mais ils n'ont pas réussi à exporter le concept ailleurs. Ce qui fait que notre perception du risque à long terme avec Ross est un peu plus élevée qu'avec TGX. TGX, on a confiance qu'à mesure qu'ils vont ouvrir des magasins à l'international, bien, les marges vont s'apprécier, puis ils vont avoir un potentiel de croissance plus durable sur plus d'années. C'est ce qui fait que la valeur intrinsèque, notre estimée de la valeur intrinsèque de TGX est plus élevée que celle de Ross Stores. Ça répond-tu à la question, Aaron? Oui, mais ça reste que c'est deux entreprises là, quand même exemplaires, très similaires. Définitivement. Mais Quelqu'un qui achèterait Ross Stores demain matin, là, il peut espérer, d'après nous, là, un rendement de peut-être 10 par année, ce qui est très bon, ce qui est au-dessus des marchés. On passe à la deuxième question. OK? Alors, la deuxième... Oh, on avait une petite image de Ross Stores. Alors, deuxième question. Est-ce que vous croyez que Badger Daylighting serait un bon achat? Et ça, c'est Carole qui nous demande ça. Je crois que c'est sur notre page Facebook, d'ailleurs. OK. Oui, c'est ça. Badger, on connaît l'entreprise depuis une couple d'années. On ne l'a jamais analysé, principalement parce qu'on doute de la durabilité de leur avantage concurrentiel. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que, bon, premièrement... Explique-nous d'abord, C'est c'est ça. quoi Badger? Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez un peu, ils opèrent une flotte de camions hydrovac comme ça. C'est des camions qui vont faire de l'excavation peu profond, là, d'à peu près OK. 20 pieds, pour pour exposer là, les infrastructures souterraines. Alors, ils vont envoyer de l'eau à haute pression. Pourquoi, par exemple? Quelle est l'utilité de faire ça? C'est moins... comment je pourrais dire, c'est un peu comme opérer un patient avec un scalpel au lieu de, mettons, un couteau de cuisine. C'est plus, C'est un travail précis, plus minutieux, Qui font avec qui? moins invasif. Qui va commander ce service-là, va avoir besoin de ça? par exemple? Il dessert plusieurs marchés. Ça peut être une entreprise de pétrole, oil and gas, qui fait du drilling puis qui a besoin d'exposer là, Ces tuyaux. ces tuyaux existants. Ça peut être un travail dans une ville, une municipalité. Ça peut être Les égouts. un client industriel qui opère une usine qui
produit de l'énergie. OK. Fait que c'est n'importe quoi qui a besoin d'aller exposer l'infrastructure souterraine pour travailler autour ou pour faire la maintenance. De manière minutieuse. C'est ça. Parfait. Et ça fait que là, ces camions-là, c'est ça, ils vont pousser de l'eau et puis ils vont ensuite aspirer tout le débris puis le sol, puis ils vont aller mettre ça dans une dombe, j'imagine. OK. Alors, la raison pourquoi qu'on ne s'intéresse pas, c'est ça, c'est qu'on pense que c'est un modèle qui peut être reproduit à long terme. Alors, Badger, ils ont été dans les premières compagnies là, à vraiment devenir gros dans cette niche-là. Mais ultimement, vous avez juste besoin d'un camion et de quelqu'un qui opère le camion. Et c'est un entrepreneur là, qui veut vraiment être dans ce domaine-là. Il peut l'être assez facilement. Fait que l'avantage de Badger, c'est qu'ils produisent eux-mêmes leurs camions. Alors, ils disent qu'ils peuvent sauver sur les coûts. C'est qu'ils ont un design de leur camion qui est ils ont une propriété intellectuelle, si tu veux. OK. Ça, en plus de le fameux, ce qu'on appelle le first mover advantage. On est les premiers à avoir fait ça. Qu'est-ce qu'on devrait penser de cet avantage-là du first mover? Est-ce que c'est un avantage intéressant à voir, ça? C'est ça. Ben, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça dépend vraiment de l'entreprise. Comme une entreprise qui se crée un effet réseau très tôt avant les autres, alors qui vraiment va venir capturer, si on veut, ses clients, comme par exemple Facebook. Alors, plus il y a de personnes qui l'utilisent, plus l'utilité pour la personne additionnelle est grande. Oui. Ce serait un exemple. Et n'importe quoi qui a des coûts, des barrières à la sortie élevée, des switching costs élevés, ça peut être intéressant d'avoir un first mover. Les logiciels, par exemple, installer un logiciel, tu es le premier arrivé avec la solution. Oui, ça pourrait être un exemple. OK. Dans le cas de Badger, est-ce qu'on peut appliquer l'effet réseau ou un switching cost, une barrière à la sortie? C'est ça, parce que le client qui utilise ces camions-là, il peut aller avec n'importe quel autre entrepreneur qui a le même camion, finalement. Puis Badger sert des clients, j'imagine, qui sont locaux. Alors, d'avoir un gros réseau de camions, c'est-tu vraiment un avantage? Je ne penserais pas. Oui. Alors, ça revient tout au fait qu'ils sont capables de construire leur propre camion puis de sauver sur des coûts d'opération puis peut-être avoir une meilleure marge que leurs concurrents. Fait que ça revient un peu à ça, leurs avantages. OK. Mais on Donc, pense nous, pas que on n'investirait pas là-dedans, non? Non. Okay. C'est ça. Puis ils sont également exposés au secteur des commodités, moins qu'avant, par contre, là. Puis en ce moment, ben, en plus de ça, il y a un vendeur à découvert qui s'intéresse à l'entreprise. Qui est le même vendeur à découvert que celui Mark Rhodes popularisé par rapport au dossier Home Capital Group. Home Capital, c'est ça. Et ça me permet de faire le lien, Aaron, avec notre prochaine question. Hey, c'est presque si ça avait été prévu d'avance. Alors, la question, c'est ça, c'est êtes-vous encouragé par les récents changements auprès d'Home Capital? Alors, depuis votre retrait, depuis qu'on l'a vendu, est-ce que l'investissement indirect de M. Buffett pique notre curiosité? Si ça pique notre curiosité, d'abord, oui, on est encouragé, c'est évident. Le problème, essentiellement, là, si on le réduit en quelques mots, le problème d'Home Capital Group, c'était une crise de confiance. Les dépôts sont sortis et ils ne savaient plus comment financer justement les prêts. Les gens veulent avoir leur argent et l'argent était immobilisé dans des prêts. Et là, les dépôts sortent. Vous avez un problème, vous avez besoin de liquidité. C'est sûr qu'avec Warren Buffett qui arrive dans le capital, il va avoir 40 % des actions. Il amène une facilité de crédit de 2 milliards de dollars. C'est clair que ça amène une étente d'approbation. Tu sais, Aaron, si on pense en termes d'approbation publique, là, je pense que la marque Warren Buffett, il n'y a rien qui est supérieur à ça dans le monde. Et si tu dis que tu as fait une entente, tu as un problème de confiance, tu as fait une entente avec Warren Buffett, tu peux juste conclure que c'est positif. Bon. Fait essentiellement, oui. Il y a eu aussi 2 autres événements. Il y a eu le règlement avec l'OSC, qui est l'équivalent de l'AMF en Ontario, durant la même semaine, qui est positif. Puis il y a eu la vente du carnet de prêts commerciaux, qui va générer 1,2 milliard de liquidités supplémentaires. Fait que tout ça, c'est tous des événements intéressants. Par contre, il faut faire attention de tirer des conclusions, de dire, bon, bien, Warren Buffett investit là-dedans, je vais investir moi aussi. Bon, premièrement, Buffett, il n'a pas eu les termes que vous, à la maison, vous pouvez avoir. Buffett, il a reçu 40 % de nouvelles actions
40% des actions de la compagnie, finalement, à 10 par action. Le titre Aaron, je ne sais pas si tu as remarqué dernièrement, mais il se transige à presque 18 17-18 Oui. Ce qui est à peu près sa valeur au livre actuelle. par action, oui, avec la dilution. Donc, déjà là, en partant, vous n'avez pas les mêmes termes que Buffett a reçus. Là. Buffett, il a déjà presque doublé sa mise, là, parce que c'est Buffett, puis il amène de la confiance au marché. Ensuite de ça, bien, le management, il est complètement décimé. Là. Je veux dire, ce ne sera pas le même management, on ne le connaît même pas encore. Ils vont probablement nommer un CEO en juillet. Il va y avoir, tu mentionnais aussi, Aaron, une compression de la marge d'intérêt net. Oui, c'est ça. Ben, les coûts des dépôts devraient et pourraient augmenter finalement. Ah, bien c'est clair. Il y a une partie des dépôts Aaron qui ne reviendra pas. On a beau mettre Buffett, oui, il y a des dépôts qui vont revenir, mais ça ne reviendra jamais à 100 %. La marque, présentement, elle est entachée. Puis si les dépôts reviennent complètement, là, ça va prendre quelques années, pas quelques mois. Alors, pour cet ensemble de raisons-là, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis le titre, comme tu l'as mentionné, il s'échange à sa valeur comptable. On sait qu'il n'y aura pas de profit dans la prochaine année, ou peut-être même il va y avoir des pertes parce qu'il y a des charges importantes dans les livres, des charges de restructuration, règlements auprès de l'OSC. Tout ça ensemble fait qu'il devrait y avoir une décote sur la valeur au livre et il n'y en a pas présentement. C'est ça. Donc, pour cet ensemble de raisons-là, oui, on est encouragé, mais on n'est pas en train de vous dire que chez Médici, on est en train d'y investir. Là. Mais on suit le dossier, évidemment. Ça répond pas mal à la question. Oui, c'est ça. Fait que ça prendrait une bonne décote là, si on voudrait investir. Ah, c'est clair, c'est clair. Si on avait le même prix que Buffett, par exemple, ben là, on pourrait regarder. Mais c'est ça, on n'est pas Buffett. Aaron, on a aussi notre 48 heures à vélo qui va avoir lieu en septembre. Si je ne me trompe pas, le 15, 16 et 17 septembre. C'est un défi, puis on invite les gens qui nous écoutent, nos clients, les gens qui nous suivent à nous encourager là-dedans. On va faire 48 heures de vélo. L'équipe Médici, on est 5 participants de la firme Médici qui vont y participer. On va rouler pendant 48 heures, Aaron, sans arrêt, jour et nuit, qu'il y ait de la pluie ou qu'il fasse beau. Je vais peut-être mourir, Pierre. Peut-être. En fait, c'est qu'on ramasse des fonds pour les enfants malades, des jeunes qui sont atteints de maladies souvent dégénératives. Ils veulent vivre un rêve. Et puis, Médici s'est commis. Médici a dit, nous, on va mettre 5 000 on va matcher les contributions. On va jusqu'à 5 000 de tous nos clients, tous nos partenaires, tous les gens qui nous écoutent. Et personnellement, nous aussi, Aaron, puis les autres membres qui participent, on va faire un effort financier aussi. Puis, ben, c'est déductible d'impôts. Fait qu'on vous invite à nous encourager là-dedans, à financer notre campagne. C'est au gpsmedici.ca/48H. C'est pour le défi. Puis, vous pouvez venir nous encourager aussi. Vous pouvez venir sur la piste. Ça va être à Mirabel. Puis, venir discuter avec votre gestionnaire de portefeuille pendant qu'on fait 300-400 km de vélo. Ben oui, pourquoi pas. Donc, ben c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Oui, si 3 vous avez questions. d'autres questions, envoyez-nous par courriel ou par Facebook. Ça nous fera plaisir de répondre dans une prochaine capsule. Oui, vous avez été nombreux à en poser sur Facebook. Continuez, c'est des très bonnes questions. Puis on se revoit le mois prochain.